Bonjour à tous. On attend quelques minutes avant de démarrer. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Bienvenue. Alors, en attendant les autres, juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement de Livestorm, en bas à droite, vous verrez qu'il y a l'onglet chat et il y a un onglet questions spécifiquement pour poser vos questions auxquelles on répondra à la fin de la présentation. Et vous trouverez aussi un onglet sondage à gauche de l'onglet questions. Donc, au cours de la présentation, on va vous poster différents sondages. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà répondre au premier sondage, donc, pour savoir si vous avez déjà un outil de WFM en place dans vos équipes. J'attends encore quelques minutes que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer. Donc, je me répète peut-être, mais il y a quelques personnes qui sont arrivées pour vous expliquer le fonctionnement de Livestorm. Donc, en bas à droite, vous avez l'onglet chat, l'onglet questions pour pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On y répondra à la fin. Et l'onglet sondage, où vous pouvez déjà retrouver notre premier sondage. Et on va commencer dans 2 minutes. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à tous. Encore une petite minute et puis ensuite on démarre. Je vois que vous êtes déjà nombreux, c'est super. Eh bien, écoutez, le nombre de participants a l'air de se stabiliser, donc je vous propose qu'on commence, et puis de toute manière, on rentrera dans le vif du sujet un peu après, donc pas de problème pour les retardataires. Eh bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, en collaboration avec Injixo, comment réussir son projet de WFM. Donc au programme aujourd'hui, on verra dans un premier temps les enjeux du workforce management. Ensuite, on verra ensemble les prérequis d'un projet de WFM réussi. On verra ensuite une démonstration d'Injixo avec leur solution de WFM. On verra aussi comment accompagner le changement. Et enfin, on pourra conclure sur comment exploiter tout le potentiel de votre nouvelle solution. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Gaëlle, experte WFM Ovalo CX, Michael, directeur commercial de Injixo, accompagné aussi d'Emmanuel, expert WFM, et moi-même, donc ingénieur d'affaires chez Ovalo CX. Eh bien, écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous dire quelques mots sur Ovalo CX pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc nous, on a un cabinet de conseil qui a pour mission d'accompagner les entreprises vers l'excellence relationnelle. Et pour ça, aujourd'hui, on a 3 métiers. Un premier métier de business consulting, où on accompagne les directions de la relation et de l'expérience client sur des enjeux de performance opérationnelle, de simplification de l'expérience client multicanal. Un deuxième métier d'expertise technologique, où là, à l'inverse, on accompagne les directions des systèmes d'information sous forme d'assistance technique sur tous les outils de la relation client. Et enfin, un accompagnement au projet, à la réussite des projets, où là, on accompagne les différentes directions que je viens de vous citer, donc avec un travail plus transverse, et on accompagne aussi bien sur les phases amont que la mise en œuvre et la conduite du changement, bien sûr. Donc, si vous deviez retenir une seule chose sur Ovalo CX, c'est vraiment notre double casquette avec une expertise métier et une expertise technologique. Michael, je te laisse dire quelques mots sur Injixo. Merci. Bonjour, Michael Cohen-Bacri pour vous présenter Injixo aujourd'hui. Injixo, c'est une solution complète de workforce management pour centre de contact.
On a vraiment un positionnement d'expert sur le sujet. Ça fait près de 30 ans que nous éditons des solutions logicielles pour aider nos clients à planifier leurs ressources. On a environ 400 clients dans le monde, une cinquantaine en France qui utilisent au quotidien Jigsaw pour optimiser les horaires et les activités de leurs employés. Jigsaw est capable de vous aider sur toutes les étapes du WFM, la prévision, la planification, la supervision et les interactions agents. On vous fera une rapide démonstration de certaines de ces fonctionnalités dans ce webinaire un petit peu plus tard. Et donc, je donne la main à Gaëlle, pour nous présenter maintenant les fondamentaux du WFM. Bonjour à tous. Je pense que tous ceux qui sont ici aujourd'hui connaissent déjà bien le WFM, mais je vais quand même faire 2-3 petits rappels. Tout l'art du WFM, c'est disposer des bonnes ressources avec une bonne compétence au bon moment. Je précise toujours ressources parce que même si les 3/4 du temps, ce qui va nous intéresser dans la planification, c'est effectivement de planifier des personnes. Une bonne ressource peut parfois être un self-service qu'on va offrir soit via un bot, soit via un serveur vocal interactif et qui permettra derrière aux conseillers de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le WFM, la planification dans les centres de contact a une grande particularité, celle de devoir gérer des interactions omnicanales. On fait de la planification pour d'autres types de métiers, mais dans nos métiers du centre de contact, l'important c'est qu'on doit gérer des flux chauds en plus des flux froids, et c'est ça le grand enjeu qu'on a sur la planification des centres de contact. On doit bien entendu arriver à obtenir une bonne qualité de service, et puis on doit prendre en compte tout ce qui va être règles de votre entreprise et toute votre organisation, les us et coutumes de chacun. Et on a aussi une variable non négligeable qui est les conseillers, qui sont au centre de tout, et nos conseillers, on doit pouvoir aussi les retenir et les fidéliser parce que ils sont notre force vive, et former de nouveaux conseillers prend toujours du temps. Donc fidéliser ces conseillers, c'est le cœur aussi de notre métier en tant que planificateur. Et donc du coup, le WFM, ça va être une conciliation de tout ça, et c'est parce que ce n'est pas quelque chose de simple qu'un outil de WFM peut être la bonne solution pour nous aider à créer des plannings optimaux. Un petit rappel sur le cycle des 3 PA, donc pour planification, prévision, planification, pilotage et puis analyse. Et analyse et amélioration, parce que souvent on peut s'arrêter sur la notion de prévoir, planifier, piloter, et oublier cette étape qui est pourtant majeure d'analyse et d'amélioration. Donc la partie prévoir, ça va vraiment être la prévision de la charge d'activité pour en sortir un dimensionnement cible. Cette prévision, elle va s'appuyer souvent sur l'historique de vos données, tout ce qui s'est passé ces derniers temps sur votre centre d'appel. Vous allez prendre en compte tout ce qui sera exception, saisonnalité, événements, vos objectifs de niveau de service, forcément pour pouvoir avoir un dimensionnement cible, et puis les notions d'absentéisme, de papillonnage, pour arriver derrière à avoir vos besoins sur l'ensemble de vos différents flux, toujours dans votre omnicanalité. La deuxième étape, qui est la planification, là, vous allez devoir prendre en compte tous les éléments liés à vos conseillers, la localisation, si vous êtes sur plusieurs fuseaux horaires, par exemple, intégrer dedans tout ce qui sera congé, formation, les contrats de vos différents conseillers qu'il faut respecter, vos accords de temps de travail, les compétences de vos conseillers. Souvent, ils sont multicompétents, mais il peut y avoir besoin de compétences différentes en fonction des flux que vous allez prendre en compte. Et puis, vos périmètres métiers. Derrière, une fois qu'on a prévu, planifié, on va piloter en temps réel. Le pilotage en temps réel qui va vous permettre d'analyser et de contrôler la situation en temps réel en alertant en cas d'écart
par rapport à l'activité prévue. Donc là, vous allez vraiment être sur le jour, en temps réel. Comment je valide que mes prévisions sont bien en phase avec le flux que je reçois réellement, et est-ce que les plannings que j'ai faits sont bien suivis, et est-ce qu'ils sont bien adaptés, est-ce qu'il ne faut pas que je modifie en fonction des flux réels qui arrivent. Et là, généralement, quand on a fait ces 3 étapes, on se dit, ben voilà, mon centre d'appel tourne, et on oublie très, très souvent de faire la dernière étape, qui est cette analyse et amélioration, et qui pourtant, elle est vraiment très importante, parce que ce qui va vous permettre de rentrer dans ce cycle vertueux des 3 PA. Et cette phase d'analyse et d'amélioration, c'est là où vous allez vraiment pouvoir améliorer votre qualité de service grâce aux métriques que va vous apporter aussi un outil WFM. Donc la différence entre ce que vous aviez prévu, ce qui va arriver, et puis mes plannings par rapport à tout ça, est-ce que j'ai des décisions à prendre plus globalement sur mes process pour pouvoir améliorer ensuite ma planification. Vous verrez d'ailleurs au niveau du sondage un petit sondage sur ces différentes étapes pour voir par rapport à vous quelles sont les étapes sur lesquelles aujourd'hui vous estimez que vous avez le plus de difficultés ou vous rencontrez des blocages qui pourraient être intéressants derrière à discuter. Je passe maintenant dans le vif du sujet avec comment on réussit la mise en place d'un centre d'appel, de l'outil de WFM en centre d'appel. Un projet réussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément un projet pur technologique, la mise en place d'un outil WFM. C'est avant tout un projet qui est un projet métier et fonctionnel, qui derrière va s'appuyer sur une base technique, mais l'essentiel du projet va se passer au niveau de la phase de préparation et d'accompagnement. Moi, j'aime bien dire qu'on a 80% de préparation et d'accompagnement pour uniquement 20% de configuration et mise en place du produit. Et je suis vraiment sur ces chiffres-là. La mise en place et la configuration, c'est rapide une fois qu'on sait où on veut aller. L'important, c'est de savoir où on veut aller et de faire en sorte que cette direction soit la bonne et la plus optimale aussi par rapport au produit qu'on met en œuvre. Les facteurs clés du succès d'un projet de WFM, pour moi, ils sont multiples. J'en ai identifié 6. Les objectifs, déjà. Il faut avoir bien identifié les enjeux et les motivations que vous avez pour mettre en place ce nouvel outil WFM. Ce sont les éléments porteurs qui vont faire de votre projet une réussite. Il faut vraiment savoir où vous voulez aller et en fonction de vos enjeux, eh bien derrière, vos besoins ne seront pas les mêmes. Et donc, une fois que vous aurez défini les attendus que vous avez par rapport à cette nouvelle solution, on pourra trouver la bonne solution pour vous. Et la bonne solution pour vous, ça ne sera pas forcément la même en fonction de vos enjeux qui vont déterminer vos besoins. Donc, un outil adapté à vos besoins, c'est l'essentiel. L'outil adapté, ça peut être un outil très complet parce que vous avez des besoins très complexes. Ça peut être un outil très simple. On peut finir par décider que finalement, la feuille de calcul Excel reste la meilleure solution pour vous. Généralement, quand on commence à se poser la question de mettre en place un projet WFM, c'est que la feuille Excel ne suffit plus. Mais néanmoins, il faut toujours se reposer cette question-là. Le troisième facteur clé, pour moi, c'est l'implication. Il est important d'impliquer toutes les parties prenantes, que ce soit du côté technique, que ce soit du côté fonctionnel, du côté métier. Il ne faut pas oublier que quand vous allez créer ce genre de projet, vous aurez aussi probablement des problèmes de sécurité au niveau informatique ou autre, problèmes juridiques aussi potentiels. Donc, toutes les équipes doivent être en phase pour pouvoir lancer ce projet de WFM. Ne pas oublier que de toute façon, la planification de vos ressources est forcément liée et très fortement liée même à votre routage dans votre centre d'appel. Si vous n'avez pas les équipes qui sont en charge de tout ce routage impliquées aussi dans votre projet de WFM, à un moment donné, vous risquez de louper des étapes et de louper des choses et de vous retrouver avec des flux qui ne seront pas bien programmés. Les processus, là, c'est un point sur lequel j'insiste aussi. Il faut prendre en compte les processus internes et il faut les challenger avant de lancer un projet.
aujourd'hui vous fonctionnez d'une certaine façon, c'est optimal par rapport aux outils que vous avez mis en place. Si vous voulez aller vers un nouvel outil, il faut aussi penser à repartir à zéro et repartir d'une feuille blanche. La feuille blanche nous amènera peut-être au même endroit, mais la feuille blanche peut aussi nous amener ailleurs avec un nouvel outil qui va vous apporter des nouvelles possibilités et qui du coup va vous permettre une réelle amélioration sur votre processus de planification. Je parle aussi d'innovation, et là ça va dans le même sens que ce dont je parlais avec les processus. Pour moi, il faut renoncer à faire du copier-coller entre l'existant et ce que vous voulez aller vers le futur avec ce nouvel outil, de façon à maximiser les capacités du nouvel outil. Pensez à réfléchir avec le nouvel outil et non pas avec l'outil que vous avez actuellement. Et mon point essentiel pour moi, c'est le changement. Il faut le préparer parce qu'une conduite du changement efficace, c'est quand même une garantie d'assurer une bonne adhésion au produit. Et donc, pour moi, préparer le changement et être prêt à l'accompagner, c'est vraiment le point clé par rapport à ces facteurs de succès d'un WFM. Alors, que va pouvoir vous apporter un nouvel outil de WFM ? Alors, que ce soit un nouvel ou un outil de WFM, si vous n'en aviez pas avant, les intérêts majeurs, ça va être déjà de vous faciliter et de fiabiliser votre prévision. On sait qu'un outil de prévision qui aurait un bon moteur de prévision va vous permettre d'avoir une prévision précise. On parle d'un écart type par rapport à la réalité inférieur à 3%. Les prévisions, c'est la base de tout. Si vos prévisions sont bonnes, derrière, votre dimensionnement sera bon et vous pourrez faire une planification efficace. Si vos prévisions sont défectueuses, forcément, derrière, tout le reste du process est impliqué. L'outil de WFM va aussi vous permettre d'optimiser les planifications qui sont complexes. On peut aller jusqu'à 70% de temps gagné sur les temps de planification avec un outil. Plus vous avez de complexité dans votre planning à prendre en compte du fait de vos différentes contraintes, et plus l'outil WFM va vous faciliter la vie. Le troisième point, c'est qu'un outil WFM vous permet de disposer de métriques qui sont fiables, ce qui va vous permettre aussi d'argumenter auprès de vos différents interlocuteurs, dont souvent vos directions, en vous basant sur des éléments factuels. Qui vont vous indiquer, par exemple, vos baisses de charges à venir ou au contraire vos augmentations de charges et les impacts que ça peut avoir aussi au niveau de tout le process RH en l'ayant en avance de phase. Et puis, le quatrième point, c'est que les nouveaux outils de WFM permettent vraiment d'impliquer les conseillers en leur donnant beaucoup plus d'autonomie. Et on a bien vu que retenir les collaborateurs, c'est essentiel. Les impliquer donc dans le processus de planification, c'est un moyen de les motiver. Et les nouveaux outils WFM vont vous permettre d'avoir non seulement des bourses d'échange, des choix d'heures supplémentaires, valoriser des plages qui sont difficiles, leur donner de l'autonomie et de la souplesse. Et puis, on peut même aller jusqu'à des systèmes où vous éditez un certain nombre de plannings et ce sont les conseillers qui se positionnent sur le planning qui leur convient le plus. Des principes qu'on appelle les principes d'enchères. Et maintenant, je vais passer la main à Michael pour vous montrer comment tout ça s'articule dans une solution comme Injixo. Merci Gaëlle. Comme dit précédemment, chaque client a un contexte et des objectifs différents lorsqu'il met en œuvre un projet WFM. Aujourd'hui, l'idée, c'est de partager avec vous 2 témoignages qui illustrent ces bénéfices et des clients qui ont vu un bénéfice très différent dans la solution. Premier exemple avec la société Velux. Bon, je pense que tout le monde connaît l'activité de Velux. Pour eux, l'objectif lors de la mise en place d'Injixo, c'était vraiment d'industrialiser le cycle de WFM. Avant Injixo, Velux faisait ses plannings sous Excel, c'était très chronophage et le résultat était approximatif. Et le gain le plus important revendiqué à la fin du projet par Velux, c'est vraiment le temps gagné. C'est du temps qui est maintenant disponible pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Au lieu de faire des bêtes copier-coller et des vérifications sous Excel, ils arrivent aujourd'hui à sortir des KPIs intéressants, suivre les centres de contact, améliorer le processus. On a donc une approche du WFM qui est très centrée sur l'équipe planification dans ce cas-là. Cas suivant, Thomas Cook, le voyagiste. Donc ici, on a une approche extrêmement financière du produit. Thomas Cook voulait optimiser la productivité des collaborateurs tout en maintenant évidemment la qualité de service apportée au client final.
Donc, ils ont choisi une Jigsaw et ils ont établi tout le succès du projet sur la base de KPIs purement financiers. Et on peut dire que clairement, l'objectif a été atteint et même surpassé avec des économies très importantes et donc un ROI rapide pour Thomas Cook. Ces deux témoignages, ça illustre bien la capacité de l'outil à répondre à des besoins très différents d'une société à l'autre. Et donc, on revient au point précédent où c'est important de vous poser des questions sur où est-ce que vous avez mal aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez vraiment améliorer pour savoir qu'est-ce que vous pouvez tirer d'un tel outil. Les bénéfices ne sont pas forcément génériques d'une société à l'autre. Au passage, si vous voulez en savoir plus sur ces deux témoignages et même d'autres, ils sont disponibles en version longue sur notre site. Alors, avant de passer sur la démo, on va passer au slide suivant pour vous permettre de visualiser comment une Jigsaw, merci Romain, permet de répondre à des challenges précis. Voilà 3 cas concrets de ce qu'on peut nous dire quand on rencontre des équipes, soit qui n'ont pas d'outil ou qui ont un outil qui ne répond pas à leurs besoins à ce moment-là. Premier cas très classique, ma prévision n'est pas précise du tout. La prévision, c'est le début du cycle des 3 PA présentés plus tôt. Si vous faites une mauvaise prévision, tout le reste sera mauvais derrière, tout sera erroné. Et la prévision, c'est probablement la phase la plus complexe du cycle de planification. Ça nécessite des compétences très particulières et force est de constater que peu d'entreprises disposent vraiment de ces compétences. On verra donc comment une Jigsaw peut vous aider à répondre à cette problématique précise de génération d'une prévision précise. Second cas concret, les erreurs dans les plannings. Certaines sociétés ont des accords internes du type ATT, accords sur le temps de travail, très complexes. Les règles de planification se cumulent. Et au moment où il faut faire le planning, ça devient vraiment très compliqué de ne pas enfreindre toutes ces règles. Quand ça arrive, les agents vont légitimement se plaindre auprès des RH. Les résultats, c'est une ambiance assez délétère sur le plateau et une défiance générale envers les process internes. Donc là, on va vous montrer aussi comment une Jigsaw permet d'éviter ces erreurs de planification et maintenir une paix sociale sur le plateau. Dernier cas, des conseillers qui se plaignent de ne pas pouvoir aménager leur planning. On connaît tous l'importance de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le risque pour une entreprise qui ne prend pas ça en compte, c'est le turnover. Et on sait tous que perdre un conseiller, ça coûte cher. Il faut le recruter, il faut le former et parfois ça prend plusieurs mois. De la même façon, on va vous montrer comment une Jigsaw dispose d'un portail agent qui leur offre des possibilités d'équilibrer leurs horaires et de pas seulement subir le planning. Donc, je vais laisser la main à Emmanuel pour vous présenter 3 modules d'Injigsaw. Injigsaw Forecast pour la prévision, Injigsaw Schedule pour la planification et Injigsaw Me, le portail agent. Emmanuel, c'est à toi. C'est à moi. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Super. Du coup, là, on va voir ensemble les 3 problématiques, les unes à la suite des autres. Et la première problématique va nous faire commencer par le commencement, qui est bien évidemment la prévision, avec notre outil de prévision qui s'appelle Forecast et qui va vous faire gagner du temps, qui va vous aider et qui est là surtout pour vous calculer une prévision de qualité, bien évidemment, de façon complètement automatique et automatisée sur 24 mois glissants, donc 2 ans dans le futur. Donc c'est automatique, rien à faire. Alors vous faites peut-être en tout cas les prévisionnistes avec Excel de façon assez complexe et qui met plusieurs heures, la machine, entre l'IA et les algorithmes vont le faire en quelques secondes. Alors, il va quand même falloir faire quelque chose, c'est pas exactement, pas totalement sans effort. Il va juste falloir importer au système des données historiques, donc en gros à manger à la bête, pour que justement le système puisse analyser tout ça et nous produire sa prévision. Donc on va illustrer tout ça avec le graphique que je vous affiche à l'écran, qui est une file d'attente qui s'appelle Appel Paris. J'affiche ici donc du coup des appels et un graphique qui nous présente les données de cette file d'attente là. En gris sur la partie de gauche, ça va être les données historiques, donc les vrais appels entre guillemets qu'on a reçus. Et à droite, la partie gris-bleu, on va dire, ce sont les données de prévision et donc ce que le système a calculé et nous présente sur ce graphique. Donc là, le graphique affiche 6 mois dans le passé, 6 mois dans le futur pour pas avoir une période trop longue. Donc comment le système a fait pour nous produire cette prévision? Du coup, des algorithmes qui sont intégrés au système ont analysé
les données historiques que je lui ai chargées, ils ont peut-être reconnu qu'il y avait une saisonnalité, des schémas répétitifs sur un semestre, un trimestre, un mois, une semaine. Et du coup, le résultat de cette analyse-là a fait qu'il a été capable de nous produire sa prévision automatiquement sur les 24 mois futurs, donc qui suivent en tout cas le dernier import de données. On va même pouvoir aller plus loin et finalement agir sur cette prévision, nous, prévisionnistes, la rendre peut-être même encore un petit peu meilleure, en jouant avec ce qu'on appelle notamment le principe d'événement. Alors, un événement, c'est quoi ? C'est une journée atypique sur laquelle on sait que l'activité n'a pas été du tout pareille que d'habitude, on va dire, que ce soit en termes de volume. On a reçu beaucoup plus d'appels que prévu, beaucoup moins d'appels que prévu, ça peut arriver. Que ce soit en termes de répartition, alors avec un déséquilibre peut-être un peu atypique entre le matin et l'après-midi, qui est là aussi, pas pareil qu'à d'habitude. Ou alors la conjonction des deux, volume et répartition. Et du coup, on va pouvoir aller nous créer nos événements et c'est quelque chose qui va se jouer en 2 temps. On va aller indiquer au système à quel moment, donc dans le passé, ces événements ont eu lieu, et donc on va aller pouvoir identifier une journée, voire une période sur lesquelles ces événements ont eu lieu. Et dans un deuxième temps, si on sait que ces événements vont à nouveau se produire, on va pouvoir aller les identifier dans le futur cette fois-ci. Et donc ça va déclencher quelque chose du système. C'est quelque chose, ça va être une analyse des événements passés. Donc on a enrichi notre échantillon. Le système va aller analyser cet échantillon qui a été enrichi. Il va analyser ces journées passées, voir si effectivement il y a eu des choses qui sont atypiques par rapport à une journée normale entre guillemets, et va nous affiner la prévision sur les événements futurs. Donc tout la recalculer, la modifier sur les événements futurs, pour qu'on ait du coup une prévision la plus précise possible. Alors, on a beau avoir des belles prévisions, toutes jolies, on sait le nombre d'appels qu'on va vouloir avoir, ok, c'est bien, mais il y a une partie qui est très très importante ensuite dans le processus de prévision, ça va être le calcul du besoin, savoir combien est-ce qu'il va falloir mettre de personnes en face de ces appels, de ces clients qui vont vous appeler. Et donc, du coup, une Jigsaw vous calcule également ce dimensionnement, ce besoin en personnel de façon, là aussi, automatique. Comment est-ce qu'il va faire ? Il va prendre les prévisions que lui-même a calculées, qu'on a peut-être améliorées avec les événements. Il va prendre aussi, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais la prévision, parce qu'il est capable de le faire, sur le temps moyen de traitement. Autrement dit, combien de temps ça prend pour traiter un appel de ce type qu'on est en train de prévoir. Ça ne sert à rien de dire que vos employés mettent 2 minutes 35 à traiter tous les appels, c'est pas vrai. Et là, justement, le système est capable de vous montrer cette volatilité dans le temps moyen de traitement. C'est peut-être un peu plus rapide le lundi matin parce que y a un peu plus d'appels et donc les employés sont un peu plus sous tension. Et à contrario, c'est peut-être un petit peu plus long, donc les employés prennent un peu plus leur temps avec vos clients le week-end ou le vendredi après-midi quand l'activité est un petit peu plus tranquille entre guillemets. Et donc, du coup, le but, c'est d'avoir un dimensionnement qui est ultra réaliste avec justement ce temps moyen de traitement qui va varier peut-être d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un moment de la journée à l'autre. Donc, le système prend en compte les prévisions d'appel, de temps moyen de traitement, et on va en plus pouvoir lui indiquer quelle est la qualité de service à laquelle on aspire. Dans mon exemple ici, je vais répondre à 85% de mes appels en moins de 50 secondes. On va pouvoir aussi lui indiquer s'il y a des temps non productifs dans la journée de vos employés. Ils ne sont pas 100% productifs, bien évidemment. Et donc ça, c'est un ratio qu'on va pouvoir indiquer. Donc que ce soit de l'absentéisme imprévu, des pauses non planifiées, par exemple, ou ce genre de choses. Et du coup, le système est capable finalement de nous calculer ce besoin en personnel, ce dimensionnement pour ensuite, on arrive à la deuxième étape qui va nous permettre de parler de la deuxième problématique qui va être la planification des effectifs. Et on arrive justement dans Schedules, le module de planification d'Injixo. Et donc là, la problématique, c'est d'éviter les erreurs, en tout cas optimiser les plannings en ne faisant aucune erreur. Et bien là, la philosophie, c'est, on va dire, un petit peu la même. C'est-à-dire que le système va nous créer les plannings, et là aussi de façon complètement automatique, en prenant bien évidemment en compte les règles de votre organisation et en les respectant. Alors ces règles, elles peuvent être de plusieurs types. Ça va être déjà les contraintes de planification de ce qu'on voit ici sur la partie de gauche des employés. Chaque employé est différent et a ses propres contraintes, et on va pouvoir paramétrer ces contraintes-là. Donc,
Ces contraintes de plusieurs ordres, déjà, de façon un peu macro, ça va être en termes de temps de travail, avec le nombre d'heures que va pouvoir travailler un employé par jour, par semaine, est-ce qu'il y a un minimum, un maximum, combien de jours est-ce qu'il peut travailler par semaine, c'est ce qu'on appelle son contrat du coup, et vous allez dans une Jigsaw pouvoir paramétrer l'ensemble des contrats pour refléter votre organisation du temps de travail. Donc, bien évidemment, les contrats temps plein, temps partiel, il y a peut-être des choses un peu plus exotiques, des mi-temps thérapeutiques ou autres, et ben ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir paramétrer et attribuer à vos employés. Deuxième contrainte, là, ça va être les horaires purs, hein, c'est comment est-ce qu'on va les planifier. Est-ce qu'on est sur des horaires fixes? Est-ce qu'on est sur des horaires flexibles? Est-ce qu'on est sur un petit peu une somme de ces deux méthodes-là? Et du coup, on va pouvoir également aller paramétrer tout ça et on va pouvoir les faire cohabiter entre guillemets et en tout cas à l'individu le paramétrer de façon différente. Par exemple ici, si on se concentre sur les deux personnes qui sont au tout début de la liste, qui sont Marion et Aurélie, Aurélie, elle est planifiée sur des horaires complètement fixes, ça fait des horaires de bureau, 8h, 17h, donc le système va bien évidemment la planifier comme ça. A contrario, Marion, elle est planifiée sur quelque chose de plus flexible et elle va nous alterner des journées, un peu plus tôt, un peu plus tard. En tout cas, le système va s'adapter en fonction des horaires qu'il a le droit d'utiliser pour planifier notre ami Marion. Et dernière chose, côté employé, encore une fois, côté contrainte employé, c'est les petites bandelettes de couleurs que vous voyez, ce sont leurs activités. Et donc, le système va bien évidemment planifier l'employé sur des activités sur lesquelles il a le savoir-faire. On appelle ça, nous, la compétence. Et donc, il va bien évidemment pas planifier Mickaël sur une activité téléphone s'il n'a pas la compétence. Et donc, vous allez pouvoir gérer, si en plus ils sont polyvalents, les nombreuses compétences que peuvent avoir vos employés pour ne le planifier uniquement sur les activités sur lesquelles ils sont compétents. Et lorsque le système crée les plannings, le but, ça va être de couvrir au mieux ce qu'on a vu avant dans la première problématique, c'est-à-dire la charge de travail, le besoin. Et donc, c'est les petits chiffres ici en dessous. Le système va nous construire ces plannings-là en respectant au mieux et en couvrant au mieux la charge de travail et bien évidemment les contraintes des employés. Alors, c'est pas parce que c'est automatique que vous pouvez rien faire. Vous allez pouvoir, bien évidemment, modifier des plannings, changer des activités, faire un peu tout ce que vous voulez. Et là aussi, les règles sont paramétrées et le système va contrôler que vous n'allez pas transgresser une règle qui aurait éventuellement été paramétrée. Par exemple, on va pas mettre une activité à un employé s'il n'a pas la compétence, et donc là, on est arrivé sur le détail de la journée de Marion, et le système nous présente uniquement les activités sur lesquelles Marion a la compétence, ou les activités qui ne nécessitent aucune compétence, comme des réunions ou des absences, par exemple. Deuxième règle qui va être contrôlée lors des modifications d'un planificateur, est-ce qu'on a le droit de planifier un peu plus d'heures? Est-ce qu'on a le droit d'enlever un peu d'heures et d'en planifier un petit peu moins? Par exemple, là, si on voulait mettre des heures supplémentaires à Marion, à faire travailler jusqu'à 18h, est-ce qu'on a le droit de le faire? Le système va contrôler tout ça, et si on n'a pas le droit de le faire, du coup, nous présenter un message d'erreur en nous disant non, attention, tu as voulu planifier une heure de plus, c'est pas possible. Et donc, du coup, cette action sera bien évidemment pas possible dans le planning de Marie. Donc, tout ça vraiment dans le but de ne faire aucune erreur et aucune action finalement qui va aller à l'encontre des règles que vous devez respecter, des règles de votre centre de contact. Et pour finir, on va parler de la troisième problématique des agents. C'est eux qui vont profiter de vos jolis plannings. Et on va aller du coup dans le portail employé qui s'appelle InJigSawMe et qui va permettre justement d'offrir un outil à l'employé pour qu'il se sente plus acteur de sa planification, en tout cas qu'il ressente ça moins de façon verticale, on va dire, et il va pouvoir aller naviguer dans son portail et faire plusieurs choses. La première, c'est d'aller bien évidemment visualiser ses horaires de travail, c'est les activités sur lesquelles il a été planifié. Donc, il a son petit calendrier ici, il va pouvoir aller visualiser ses horaires, ses activités, à condition bien évidemment que le planificateur ait publié le planning. Donc, c'est lui qui décide de ce que va pouvoir voir en termes de planification l'employé. Il va pouvoir faire la même chose, mais sur le calendrier de l'équipe, comme on l'appelle, donc autrement dit, les employés qui appartiennent
au même groupe que lui. On peut paramétrer des groupes dans Njixo, attribuer des groupes à des employés, plusieurs groupes d'ailleurs, sur un employé. Et donc le système permet aux agents, aux employés d'aller visualiser les plannings des personnes qui appartiennent au même groupe que lui, en termes de présence, de pause, d'absence notamment. Il va pouvoir aller également émettre des souhaits d'absence, des idérata d'absence, et donc tout ça remontera le module de gestion d'absence, pardon. Il va pouvoir, Gaël le mentionnait tout à l'heure, alors ça c'est une méthode de planification un peu plus atypique où on crée un planning de façon anonyme et ensuite les employés vont aller s'inscrire sur les horaires qui les intéressent. Et ben là, il va pouvoir aussi le faire dans Njixomi avec deux choix possibles, de dire bah, tiens, je préférais faire cet horaire, ou à contrario, si jamais j'ai pas le premier, j'aimerais bien peut-être faire le deuxième. Et il va également, là aussi, pouvoir être acteur en ayant la possibilité d'échanger son planning, journée de travail plus précisément, soit en parfaite autonomie, soit avec la validation d'un manager si vous voulez mettre un petit cran de sécurité supplémentaire entre guillemets. Et donc comment ça fonctionne? Un employé va pouvoir aller cliquer sur ce petit bouton ici et proposer ses horaires dans la bourse d'échange. Le système va du coup aller détecter quels sont tous les employés qui sont compatibles avec lui. En l'occurrence, quelqu'un qui est compatible, c'est un échange qui ne va pas aller transgresser les règles qu'on a été paramétrées sous le capot, entre guillemets. Et en plus, il va aller lui proposer en fait, les horaires des personnes qui sont compatibles avec lui. Donc, si déjà il voulait faire plutôt un 8h-17h à la place d'un 9h30, une 18h30, il va pouvoir aller notifier les 5 employés qui sont compatibles et qui font ces horaires-là. Et du coup, ensuite, on rentre dans un process d'échange un peu classique. Donc, on met nos échanges, on peut envoyer une notification dans la bourse d'échange. Les employés compatibles avec nous peuvent nous faire des contre-offres, nous proposer leurs horaires en contrepartie. Et à la fin de tout ça, c'est la personne qui a initié l'échange qui va aller valider l'échange. Et si vous avez mis le petit cran de sécurité, le manager, il ira mettre le tampon final sur cet échange-là. Pour finir, et avant de redonner la main à Gaël, tout ce que je vous ai montré en termes d'agents, sur le terme de portail agent, pardon, est disponible sur le smartphone. Donc là aussi, ça permet à vos employés de s'approprier l'outil finalement. Et donc, ils vont pouvoir aller consulter leurs horaires sur leur smartphone, leurs activités, faire des bourses d'échange, saisir des souhaits d'horaires, etc., etc. Et je rends la main. Merci Emmanuel. Alors maintenant qu'on a vu l'outil, je vais revenir moi sur la partie accompagnement au changement avec un focus un peu plus sur cette partie-ci qui pour moi est essentielle puisque pour moi le succès de la mise en place ne se fera pas sans adhésion à l'outil et qu'une bonne conduite du changement, c'est ce qui va vous permettre cela. Donc à la base, forcément, on met en place un plan de conduite du changement et au travers de ce plan, on va identifier tout ce qui sera opportunité et frein par rapport à la mise en place d'un projet de WFM. Ne pas négliger que quand on met en place un nouvel outil, souvent, la première réaction est quand même un inconfort de la part des utilisateurs et que du coup, ils vont plus être axés sur les freins que sur les opportunités. Et c'est à nous de bien identifier ces opportunités pour les mettre en avant. Et il y a réellement des opportunités à bien utiliser un nouvel outil. J'ai eu le cas pour un client dernièrement où le fait de mettre en place un outil de WFM leur a permis de réduire quasiment de diviser par 2 la durée des plages téléphoniques qui n'était pas particulièrement appréciée par les collaborateurs. Donc, le fait de faire 2 fois moins de plages téléphoniques, pour eux, ça a été une réelle opportunité. C'est en ce sens qu'il faut vraiment toujours bien voir les choses dans leur globalité. Le point ensuite essentiel est de choisir des sponsors à tous les niveaux. Choisir les bons sponsors, mais pas simplement sur le niveau direction. Il faut des sponsors au niveau technique, il faut des sponsors au niveau opérationnel, il faut des sponsors aussi chez vos IRP si vous avez à traiter avec les instituts représentatifs du personnel. À partir du moment où votre projet de toute façon devra passer devant le CSE, autant que vous ayez dans vos
sponsors, des gens qui ont suivi le projet, qui du coup pourront au contraire porter ces projets et les faire avancer pour le mieux. Et puis, forcément, une conduite d'une changement, ça ne marche pas si on ne forme pas et on n'accompagne pas. Donc, cette formation et cet accompagnement sur toute la durée, en amont du projet et même ensuite, une fois le projet mis en œuvre, c'est vraiment essentiel et c'est ce qui vous garantira derrière cette bonne adhésion et du coup, cette réussite de votre projet. Les derniers petits points sur lesquels je voulais encore appuyer, c'est le fait que vous mettez en œuvre une nouvelle solution. C'est très bien, mais encore faut-il exploiter tout le potentiel de cette nouvelle solution. Et le premier point pour l'exploiter, c'est de faire confiance à la solution. Quand on est sur un tableau Excel, par exemple, on maîtrise son tableau Excel de A jusqu'à Z. Laisser la main à un outil qui va faire tout en automatique peut être un peu stressant, mais laissez sa chance à l'outil. Ne le contraignez pas en voulant à tout prix reproduire le schéma actuel que vous avez sur cet outil. Il faut penser différemment et réfléchir avec l'outil, laissez sa chance à l'outil, faites vos premiers plannings avec l'outil et ensuite seulement si vous voyez que vous avez besoin de pouvoir plus affiner, là vous pourrez aller modifier les plannings manuellement comme vous l'a montré aussi Emmanuel. Mais dans un premier temps, faites confiance à la solution et laissez-lui une chance de vous montrer à quel point elle est puissante. Et puis forcément, se faire accompagner pour bien maîtriser toutes les fonctionnalités de l'outil, c'est important parce que si vous n'utilisez que 10% de ses capacités, forcément, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de toute la valeur ajoutée qu'a ce nouveau produit pour vous. Et puis, pour finir sur cette partie-ci, vous avez un petit conseil à vous rajouter. Quand on met en place un outil de WFM pour la première fois, en tout cas, et parfois aussi ultérieurement, la crainte, c'est, voilà, avant, moi, j'étais planificateur, je faisais des plannings, qu'est-ce que je vais faire demain? Eh bien, c'est vraiment la mise en place d'un outil de WFM l'occasion de faire évoluer le métier de planificateur. Le planificateur dans une solution de WFM, il ne fait pas simplement du planning, il va aussi se concentrer sur l'amélioration et l'analyse, la troisième phase du cycle des 3 PA, et c'est là où il va pouvoir avoir une valeur ajoutée encore plus grande parce qu'il va pouvoir être vraiment dans cette notion de processus d'amélioration continue. Et pour finir, je vais rendre la main à Michael. Évidemment, l'éditeur a aussi son rôle à jouer dans l'exploitation du potentiel de la solution au long cours. Alors clairement, le WFM, c'est une solution vivante. Votre centre de contact, il évolue tous les jours. Vous devez gérer des arrivées, des départs, il y a des agents qui partent en formation, vous ajoutez des nouveaux canaux. Il faut donc faire vivre la solution pour prendre en compte tous ces changements. Chez Injixon, on vous accompagne de 3 façons. D'abord, c'est avec la présence d'un CSM, un Customer Success Manager. C'est quelqu'un qui va suivre nos clients, il les rencontre à fréquence régulière. Et le CSM s'assure que la solution est bien utilisée. Il vous présente les nouvelles nouveautés, il discute des nouveaux besoins éventuels, il peut identifier des points de blocage existants. Le deuxième axe pour bien exploiter la solution, c'est la solution elle-même. C'est toutes les mises à jour. Injixon, c'est une solution cloud. Donc, elle bénéficie très régulièrement de nouvelles fonctionnalités qu'ils ont mises en ligne. Et donc, parfois, c'est des fonctionnalités qui sont mineures et parfois, c'est des fonctionnalités qui sont importantes avec des modules entiers qui peuvent apparaître pour les utilisateurs. L'objectif, c'est toujours de faire évoluer la solution pour apporter à nos clients plus de fonctionnalités, plus d'automatisation et donc plus de facilité au quotidien. Et le dernier point, c'est notre capacité aussi à vous accompagner sur des points d'expertise particuliers dans la solution. Par exemple, pour mettre en œuvre une nouvelle fonctionnalité ou réaliser un changement de configuration. Voilà les 3 grands axes. Et sur ce, on va passer aux questions-réponses. Roman, je te propose de reprendre la main. Exactement. Merci à tous pour votre écoute. Et effectivement, je vais pouvoir partager toutes les questions que vous avez pu nous poser au cours de la présentation. Alors, on commence par combien de temps prend la mise en œuvre d'une solution de WFM? Alors, la mise en œuvre d'une solution de WFM,
va dépendre de beaucoup de paramètres, hein, parce que ça va dépendre effectivement de la taille de votre centre de contact, mais aussi de la complexité, aussi et surtout d'ailleurs de la complexité de votre planification, du nombre de flux que vous allez prendre et de toutes les règles de gestion que vous aurez derrière au niveau de votre centre de contact. Néanmoins, pour la mise en œuvre d'un pilote, on peut considérer qu'une fois la solution choisie et les grandes stratégies au niveau process et puis planification établie, en 2 mois, on fait les ateliers et la configuration d'une solution pour arriver à l'édition de planning. Sachant que dans ces 2 mois, on a grosso modo une grosse semaine de configuration pure de l'outil. C'est pas vraiment la partie qui va prendre le plus de temps, mais on aura aussi les intégrations avec des flux externes qui là peuvent être un peu plus consommateurs. Et là, en fonction du nombre de choses que vous aurez à intégrer, là, on peut être sur des temps plus longs. Mais voilà, on est sur un calibrage entre des ateliers et derrière la configuration sur un pilote qui peut facilement tenir sur 2 mois quand on reste sur des choses bien calibrées. Super, merci Gaëlle pour cette réponse. Je passe à la suite. Donc, on a une autre question qui est au bout de combien de temps on va voir des bénéfices concrets grâce à la mise en œuvre de cette solution? Je vais la prendre, Gaëlle, si ça ne t'embête pas. Je dirais que ça dépend pour qui, en fait. Pour l'équipe WFM, il y a une période classique de montée en compétence sur l'outil pour être complètement à l'aise sur l'ensemble du cycle de planification. Bon, en général, ça prend 2-3 mois, ça correspond à 2-3 cycles de planification. Au bout de cette période-là, toute l'équipe WFM, tous les utilisateurs, ils maîtrisent vraiment bien le processus et ils font ça de façon complètement automatique. Pour les agents, par contre, c'est quasi immédiat. Le portail agent est tellement simple à appréhender que les agents comprennent très vite les bénéfices qu'ils vont en tirer et ils s'approprient l'outil en quelques jours. Donc là, on a vraiment un effet waouh pour les agents qui est très important et qui est très rapide dans l'adoption de la solution. Pour les managers, par contre, la direction, il faut un peu plus de temps parce que il faut du temps pour disposer de tendances claires sur les KPI des centres de contact. Donc là, on est plutôt sur un délai en général de 6 mois pour se voir dégager des vraies tendances sur les bénéfices, mais ça reste quand même un délai très court pour avoir un bon ROI sur la solution. Super, merci beaucoup Michael. Écoutez, on a une question, on a encore 3 questions à voir ensemble. Donc, une question qui est pour combien de collaborateurs minimum vous avez besoin pour votre système et combien d'activités différentes on peut mettre en parallèle? Alors, pour les collaborateurs, dans nos clients, on a des clients qui ont une Jigsaw pour un plateau d'une vingtaine de positions à peu près et d'autres qui gèrent des équipes de plus de 10 000 agents répartis sur plusieurs pays. Il y a vraiment un très grand éventail. C'est pas forcément la taille qui va faire la complexité de la planification et donc le besoin d'une solution WFM. Il y a des plateaux de taille modeste, mais qui ont des horaires étendus, qui ouvrent le week-end, voire qui font du 24/7 et qui doivent gérer plusieurs canaux, plusieurs langues, qui se retrouvent donc avec un planning qui est très compliqué à construire et sans avoir pour autant un très grand nombre d'agents. Donc, on en revient encore et toujours au propos initial qui consiste à étudier le besoin de chaque société, voir aujourd'hui qu'est-ce qui est compliqué, pourquoi c'est compliqué, pour voir si on peut leur apporter une valeur. Après, il y a des petits plateaux qui s'en sortent très bien sans WFM, mais le fait que dès qu'une société a plusieurs centaines d'agents à gérer, un WFM performant, c'est un must dans les outils de centre de contact. On ne peut pas faire autrement. La deuxième question sur le nombre d'activités, Jigsaw, c'est une solution qui sait gérer la multi-activité, la multi-compétence. Donc, vous pouvez très bien, dans une Jigsaw, gérer du téléphone avec des dizaines de files d'attente ou de groupes, je ne sais pas comment vous les appelez, de queues, ça dépend des éditeurs différentes. On peut aussi gérer du mail, du chat, des réseaux sociaux, ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter autant d'activités que vous le souhaitez et planifier vos agents en fonction des compétences sur ces différentes activités. Super, merci. Alors, une autre question. Peut-on planifier en autonomie à la minute ou en automatique, à la minute ou par tranche de 5 minutes? Alors, dans une Jigsaw, oui, la granularité minimum pour la planification, c'est la minute. Donc, vous pouvez avoir des activités qui durent 1 minute, 7 minutes. Évidemment, vous pouvez définir des durées minimum sur les activités. On ne va pas mettre quelqu'un sur du téléphone pour qu'il travaille 11 minutes. Vous pouvez dire que c'est minimum 30 minutes. Par contre, vous pouvez avoir des activités qui soient dans une pause entre 2 activités, qui soit une pause de 7 minutes, on va dire. Donc, oui, on sait planifier à la minute.
Super. Et je crois que l'autre question va avec. Est-il possible d'avoir un lien entre votre outil et Genesis Cloud afin de faire le lien avec les volumes d'appels, les mails, etc. Alors, en effet, l'intégration avec un outil CCaaS, un ACD, est essentielle parce que c'est indispensable pour alimenter notre module de prévision. Donc, on a besoin de recevoir les historiques de données sur toutes les activités, donc tous les canaux, donc sur le téléphone, sur le mail, sur le chat, sur ce que vous souhaitez gérer, qui est géré dans l'ACD. Donc, on dispose d'un certain nombre d'intégrations sur étagère. Et en l'occurrence, on a une intégration native avec Genesis Cloud. Alors, ce qu'on appelle, nous, intégration native, c'est une intégration qui a été développée avec les API des deux éditeurs, donc l'API Genesis et l'API Njixo. Et donc, on sait récupérer automatiquement toutes les données historiques dans Genesis. Mais on dispose aussi de ces intégrations avec des solutions comme Odigo, comme Diabolocom, comme Talkdesk, etc. On a un certain nombre d'intégrations. Et si on n'a pas d'intégration sur étagère comme avec Genesis, on sait construire aussi ce qu'on appelle des connecteurs universels qui nous permettent de nous récupérer les données depuis d'autres solutions du marché. Très bien. Et une dernière question, et ensuite on a fini. Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors d'un projet de WFM ? Alors, je la prends celle-ci, Michael. Avec plaisir. Alors, les principales difficultés sur le projet de WFM, moi je dirais que c'est la première, c'est vouloir absolument faire du copier-coller de ce qu'on a actuellement et le reporter dans le nouvel outil. Et ce côté vouloir à tout prix garder la main sur le planning au point de ne pas laisser l'outil optimiser les plannings. C'est très souvent la difficulté que moi je rencontre sur les projets de WFM. On est souvent, alors surtout sur les entreprises de droit français, on a souvent beaucoup de contraintes qu'on veut rentrer dans l'outil. Et on veut souvent, quand on passe d'un projet Excel, par exemple, d'une feuille Excel à un projet WFM, on va avoir dans notre fichier Excel, on va avoir décidé qu'on aurait 4 créneaux de téléphonie dans la journée qui seraient de 8 à 10, de 10 à 12. Et c'est pas forcément optimal par rapport à vos flux entrants. Et d'arriver à passer outre ça en se disant, voilà, j'ai besoin de 2 heures de téléphonie dans la journée, mais j'ai pas besoin qu'elle soit forcément de 8 à 10. L'outil va me dire où elles doivent être positionnées. Lui rendre cette liberté, c'est essentiel pour voir tous les bénéfices de l'outil. Plus on va contraindre un outil WFM en lui mettant des contraintes multiples, plus cet outil va être, plutôt moins cet outil va être performant. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire que l'outil ne correspond pas à notre besoin alors que le problème est différent. L'outil est compétent, mais on l'a trop bridé. Donc toujours, moi, dans un projet de WFM, la première chose que je dis, c'est poser les choses à plat et repartez vraiment des besoins initiaux, laissez l'outil faire au maximum. Et si ensuite vous avez besoin de modifier, on modifiera après. Mais déjà, laissez l'outil gérer comme il le faut. Donc, pour moi, c'est vraiment la principale difficulté que je rencontre généralement sur ces sujets-là. Et je dirais qu'il y en a quand même une autre petite, juste pour conclure, c'est que parfois, effectivement, on se retrouve avec des équipes qui n'ont pas, entre les équipes qui vont faire toute la partie routage des flux et la partie planification, on manque de cohésion entre les deux. Et si ces équipes-là ne se parlent pas ensemble, on se retrouve sur des problématiques à chaque fois qu'un flux change. Le flux change, l'équipe de planification n'est pas au courant et donc du coup, l'outil WFM n'est plus pertinent parce qu'il n'est plus configuré. Et je rejoins un élément que disait Michael. De toute façon, un centre d'appel, ça bouge, ça vit, ça change. On a des nouveaux agents qui arrivent, d'autres qui partent, on a des nouveaux flux qui arrivent, qui diminuent en volume ou qui augmentent en volume. C'est vivant, il faut absolument que les gens se parlent et que l'outil puisse être mis à jour régulièrement pour prendre en compte toutes ces évolutions.
Voilà. Super, merci beaucoup Gaëlle. Eh ben, écoutez, merci à tous pour votre attention et je vous laisse juste les 2 contacts donc, de Michael pour vos questions et pour ajouter des informations surtout au niveau de la solution InJigsaw et mes contacts si vous avez des questions sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer pour réussir ce projet de WFM. Merci à tous. Merci. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas, on reste disponible pour répondre à vos questions. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.